Une phrase de Paul Nizan, une au moins, est immortelle. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Et cette phrase résonne toujours comme un appel à la révolte, celle des jeunes du monde entier. Et si elle demeure si forte, si présente aujourd'hui encore, c'est parce que Paul Nizan fut en son temps le dissident d'une société où la guerre, les injustices et l'hypocrisie étaient des valeurs sûres. Ses élans, sa pensée, sa révolte et son écriture traversent ainsi l'histoire de l'avant-guerre. Son ami, son camarade de classe, Jean-Paul Sartre, ne s'y est pas trompé. Et c'est à lui qu'on doit le retour en grâce de cet écrivain rare, immolé sur l'autel du stalinisme pour avoir dénoncé le traité germano-soviétique. D'ailleurs, le portrait de Paul Nizan que trace maintenant Robert Munro apporte d'étonnantes révélations sur le complot qui avait pour objet de le rayer des mémoires. C'est le 53e volume de cette collection. Il en marque aussi le premier anniversaire. J'avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme. L'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le monde. À 35 ans, quelques mois avant sa mort à la guerre, Paul Nizan demande à sa femme, Henriette, de transmettre à l'autorité militaire quelques renseignements biographiques. Paul, Pierre, Yves, Henri Nizan, né à Tours le 7 février 1905, ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie, voyage Arabie-Britannique, essai, roman, la conspiration a obtenu le prix interallié, rappelé sous les drapeaux le 2 septembre 1939. Tels sont, écrit Nizan, ces renseignements légèrement expurgés et orientés. Paul Nizan omet de dire qu'il a été l'un des intellectuels les plus en vue du Parti communiste et qu'il vient de le quitter à cause du pacte germano-soviétique. Pour cette raison, le parti va l'accuser de trahison et tentera de le précipiter dans l'oubli. Il faudra attendre 1960, la réédition d'Aden Arabi et la préface de son ami d'enfance Jean-Paul Sartre pour lui rendre justice. De l'écrivain et journaliste Paul Nizan vivant, il ne reste qu'un enregistrement, sa réaction au prix interallié en 1938. Je suis naturellement très heureux d'avoir reçu cette couronne littéraire. J'en suis d'autant plus heureux qu'elle vient de journaliste et va à un journaliste. Il me semble que l'union du métier quotidien du journal et du métier de romancier est quelque chose d'essentiel pour ce que doit être le roman de notre temps. Chez les Nizan, on a quitté la terre bretonne depuis 2 générations pour être cheminot. Pierre Nizan a grimpé tous les échelons, forgeron, machiniste, chef de dépôt. C'est un bourgeois laïque, toujours conscient de ses origines modestes. Clémentine, sa femme, est également fille de cheminot. Elle est conservatrice et plutôt bigote. 2 ans avant la naissance de Paul-Yves, les Nizan ont perdu leur petite fille âgée de 6 ans. Pierre Nizan dirige le dépôt de Tours lorsque naît Paul-Yves le 7 février 1905. Plus tard, à Périgueux, une vraie complicité unit Paul à son père, mais les principes petits bourgeois de sa mère l'étouffent. 1915, les chemins de fer participent à l'industrie de guerre et fabriquent des munitions. Le 7 décembre, Pierre Nizan reçoit un télégramme de sa hiérarchie. Avait commis erreur dans vérification au but de 75, arrêté vérification supplémentaire, explication suivent lettre. Pour cette négligence, Pierre Nizan est sanctionné. Il est muté au dépôt de Choisy, en région parisienne. Cet incident, cette faute dont il se sent responsable, marquera pour toujours Pierre Nizan. Aussi, quand son fils Paul écrira en 1933 Antoine Bloyer, qui est pratiquement l'histoire de la famille, l'ingénieur des chemins de fer, Antoine Bloyer, se sentira lui aussi coupable d'un accident qui a entraîné la mort d'un ouvrier dans l'atelier qu'il dirige.
Il avait beau se défendre, appeler à son secours des pensées de fonctionnaires, il savait bien qu'il était passé du côté des maîtres, qu'il était leur complice. Et en rentrant chez lui, il se disait une parole valable pour toute sa vie. Une parole qu'il s'efforcerait d'oublier, qui ne disparaîtrait que pour reparaître au temps de sa déchéance, à la veille de sa propre mort. Je suis donc un traître. Et il l'était. Traître à sa classe. Cette accusation poursuivra Nizan, père et fils, toute leur vie. Après sa mutation à Paris, Pierre Nizan ressasse cet échec. Il s'échappe la nuit, pense au suicide. Paul a 10 ans. Il ressent ses angoisses paternelles et compense par une scolarité brillante. Paul Nizan est si bon élève qu'il est admis en cours d'année au lycée Henri IV à Paris. Dans sa classe, un autre petit provincial âgé de 10 ans, Jean-Paul Sartre. Les deux inséparables cumulent les prix et aimeraient déjà se lancer dans l'écriture. J'avais cru que nous étions unis par le même désir d'écrire. Je me trompais. Chasseur maladroit, les mots m'éblouissaient parce que je les manquais toujours. Nizan, plus précoce, en avait une pleine gibecière. Il en découvrait partout, dans les dictionnaires, dans les livres, et même en liberté sur des lèvres. J'admirais son vocabulaire et comme il plaçait avec aisance dans ses premières ébauches les termes qu'il venait d'acquérir, entre autres bimétallisme et percolateur. Après leur bac de philo en 1922, Sartre et Nizan passent à Louis le Grand. C'est l'époque des poèmes, des revues éphémères et des premières publications confidentielles. Nizan édite La complainte du carabin qui disséqua sa petite amie. Taille moyenne, cheveux noirs. Il louchait comme moi, mais en sens inverse, c'est-à-dire agréablement. Le strabisme divergent faisait de mon visage une terre en friche. Le sien convergeait, lui donnait un air de malicieuse absence, même quand il nous prêtait attention. Nizan et Sartre ont 18 ans lorsqu'ils franchissent les portes de l'école normale supérieure. Les deux apprentis philosophes vont y découvrir les grands maîtres, mais aussi tout un univers. C'est un grand édifice carré du temps de Louis-Philippe. Une cour en fait le centre avec un bassin de ciment où des poissons rouges tournent paresseusement. Entre les fenêtres court pour l'exemple une guirlande de grands hommes. Une froide odeur de soupe conventuelle traîne le long des couloirs vitrés. Un homme nu qui meurt contre un mur en tendant un flambeau de pierre que personne n'a envie de lui prendre des mains symbolise les morts de la guerre. Sartre et Nizan partagent la même chambre, la même turne en langage normalien, le même goût des canulars et des escapades sur les toits de l'école. Nizan, qui a fait une dépression la première année, connaît ensuite sa période dandy. Il suivait de près la mode avec insolence. Nous étions fiers d'avoir un dandy parmi nous. Il plaisait aux femmes d'ailleurs, mais les tenait à distance. À l'une d'elles qui vint s'offrir à lui jusque dans notre turne, il répondit « Madame, nous nous salirions ». Dans la même promotion 1924, il y a un autre petit camarade, comme ils s'appelleront toute leur vie, au-delà des brouilles et des divergences politiques, et il se nomme Raymond Aron. Les deux, Nizan et Sartre, étaient tous les deux reconnus comme hors du commun. Et on discutait un petit peu entre normaliens sur la carrière future des deux, comme si on discutait des mérites respectifs de Corneille et de Racine. Et il y avait ceux qui tenaient pour Nizan et l'autre pour Sartre. En ce qui me concerne, moi j'étais surtout impressionné par la puissance de pensée de Sartre, car il était à l'époque immédiatement philosophe, il n'était pas immédiatement écrivain. Et le talent littéraire était plus spontané chez Nizan que chez Sartre. Il m'a certainement influencé beaucoup parce que lorsque j'ai appris à ce moment-là, c'est la littérature moderne. La littérature populaire, elle m'intéressait beaucoup. La littérature bourgeoise, il fallait la lire. Enfin, je pensais que c'était comme ça qu'un écrivain devait faire. Un futur écrivain devait lire des livres. Et je ne pensais pas qu'il existait des gens comme Giraud ou comme Paul Morand. Alors ça, ce sont des choses qui m'ont apporté immédiatement Nizan. 1924, Lénine est mort en janvier. En Italie, Mussolini remporte les élections en avril. En France, le cartel des gauches est au pouvoir. À Paris,
La révolution surréaliste séduit certains intellectuels et choque le bourgeois. Breton publie le manifeste du surréalisme. À ses côtés, un jeune poète, Louis Aragon, profite de la mort du très respecté Anatole France pour lancer un défi en forme de provocation prémonitoire. Avez-vous déjà giflé un cadavre? La bibliothèque de Normal Sup est un espace un peu étroit, trop calme pour les petits camarades qui rêvent de révolution et d'amour fou. C'est l'ambiance de la conspiration, le pré-interallié de 1938, l'histoire de 5 jeunes normaliens, dont un certain Bloyer, qui publie une revue, La guerre civile, et seront trahis par un des leurs. C'est sur ces toits que Laforgue, Rosenthal, Bloyer, Jurien et Pluvinage parlèrent encore de la guerre civile, sans exagérer la portée qu'elle pourrait avoir, mais en pensant cependant qu'elle ferait peut-être partie des 1000 petites entreprises, par quoi finalement on croit que change le monde. Ils ne savaient pas encore comme c'est lourd et mou le monde, comme il ressemble peu à un mur qu'on flanque par terre pour en monter un autre beaucoup plus beau, mais plutôt à un amas sans queue ni tête de gélatine, à une espèce de grande méduse avec des organes bien cachés. Nizan, qui n'a pas encore 20 ans, se passionne pour tout. Freud, la sociologie et naturellement la philosophie. Un soir de décembre 1924, au bal de Normal Sup, Paul Nizan rencontre Henriette Alphen. Vais-je aimer Rirette? Et il se posait la question. Moi, je me la posais déjà plus. Mais enfin, le fait qu'il se la pose est quand même très bon signe. Je crois qu'il devait déjà... on écrivait dans son petit carnet privé « Vais-je aimer Rirette ?» si on n'aime pas Rirette déjà. Henriette vient d'avoir 18 ans. Elle a un père banquier et un grand-père, Isaac Strauss, qui a connu son heure de gloire comme compositeur d'opérette sous le Second Empire. Claude Lévi-Strauss est son cousin. C'est une jeune femme libre et qui sait ce qu'elle veut. On s'écrit en anglais par romantisme. Et très vite, Paul s'installe chez Henriette rue Vavin, dans l'immeuble de l'architecte Sauvage, puis à la cité Jardin du Pec. L'étudiant Nizan a trouvé une nouvelle famille et écrit l'ébauche d'un premier roman, resté inédit à ce jour. Essai à la 3e personne. Il y est déjà question d'amour fou, de la peur de la mort, de la recherche d'une église dans une Europe en ruine. 70 feuillets où tous les thèmes du futur écrivain sont déjà là. Remontez l'humanité, remontez l'humanité, organe central du parti communiste. Dans la rue, les extrêmes s'affrontent, chacun choisit son camp. Drieux-La Rochelle va glisser progressivement du côté des fascistes. Son ami Aragon a déjà rejoint celui des communistes. Paul Nizan, lui, se cherche. Il est tenté un moment par le protestantisme, quitte à choquer sa mère. L'été 1925, il est précepteur dans un château, puis à la fin de l'année, il milite quelques mois au faisceau de Georges Valois, dont le slogan est « Pensez clair et marchez droit ». On y dénonce en vrac la haute finance et les politiciens. Nizan se verra reprocher plus tard ses erreurs de parcours, ses hésitations de jeunesse. Même si à l'automne il s'était rendu en Toscane dans l'Italie de Mussolini, ses lettres attestent qu'il penchait plutôt du côté des antifascistes qui criaient « Vive Lénine ». Je détestais qu'il fît de la politique parce que je n'avais pas besoin d'en faire. Communiste, puis valoisien, puis de nouveau communiste, il était facile de le tourner en dérision et je ne m'en privais pas. En fait, ces amples oscillations marquaient son opiniâtreté. Qu'il hésita entre deux termes extrêmes, rien de plus excusable à 18 ans. Ce qui ne variait pas, c'était son extrémisme. Il fallait en tout cas ruiner l'ordre établi. Paul Nizan a 20 ans. Conrad, Kipling, Rimbaud font partie de ses lectures et partir le tente d'autant plus que son mal-être et sa révolte grondent. La Providence a pour nom Antonin Bess, un négociant anglais d'origine française. Il recrute par petite annonce un précepteur pour ses enfants. Nizan arrive à Aden en octobre 26. L'encre tombe. Une fumée de sable s'épanouit dans la mer. 12 degrés 45 de latitude nord, 45 degrés 4 de longitude est. C'est Aden. Je suis arrivé. Il n'y a pas de quoi être fier.
Il y a des tunnels noirs où circule l'odeur d'ammoniac des excréments, des villages de tombeaux, des villages de maisons, des citernes de métal pleines de pétrole, des casernes regardant la mer, des hangars d'avions, des clubs, des missions, poussière de la chrétienté en morceaux, une loge maçonnique, ce qu'il faut au bonheur. Dans cette absence des dieux et des anges, j'étais dépouillé des symboles de la piété et des lois, des catéchismes, des cultes, des mots d'ordre. Les actes ne me semblaient pas plus moraux que le mouvement des feuilles dans un arbre. Anton Abbès confie à Paul Nizan plusieurs missions à Djibouti. Il est même question de l'associer à ses affaires. Mais Nizan, toujours entre indignation et découragement, n'est guère attiré par le commerce. Au contraire, il fait sur place aux colonies la découverte de sa vie, l'exploitation de l'homme par l'homme. Nizan fit un jour ce que son père, encore vivant, n'osa jamais. Il prit une auto et partit sur la route sans casque à midi. On le retrouva dans un fossé, évanoui mais sauf. Ce suicide liquida quelques vieilles terreurs. Ranimé, il regarda autour de lui et vit l'état le plus nu, l'état économique. Voici ce qu'il y avait à comprendre. Aden était une image fortement concentrée de notre mère l'Europe. C'était un comprimé d'Europe. Quelques centaines d'Européens ramassés dans un espace raccourci comme un bagne, 5000 de long, 3000 de large, reproduisaient avec une extraordinaire précision les dessins que composent à une plus large échelle les lignes et les rapports de la vie dans les terres occidentales. Même si la thèse du suicide manqué est aujourd'hui contestée, Nizan, qui rentre à Paris en avril 27, n'a pas le moral. Personne ne l'attendait. Il entra sans frapper. Il était blême, un peu soufflé, sinistre. L'horreur de retrouver sa cage et d'y rentrer déconfit lui brûlait le gosier. Il cherchait un secours que personne ne pouvait lui donner. Ses paroles de haine, c'était de l'or pur. Je vais vivre parmi mes ennemis. Il ne faut plus craindre de haïr. Il ne faut plus rougir d'être fanatique. Je leur dois du mal. Ils ont failli me perdre. Le 24 décembre 1927, en pleine crise d'appendicite, Paul Nizan épouse Henriette Alphen. Témoins, Raymond Aron et Jean-Paul Sartre. Le jeune homme inquiet reprend goût à la vie et Paul Nizan se verrait bien maintenant opérateur de cinéma. On fait même quelques films entre amis. Dans Tu seras curé, film qui a disparu, Sartre joue le rôle d'un débauché, Simone de Beauvoir une prostituée et Nizan est un prêtre. Tout un symbole, car pour l'heure, Sartre et Simone de Beauvoir refusent de s'engager et de fonder une famille. Nizan, au contraire, choisit le mariage et la politique. Il adhère au Parti communiste. Dès lors, le débat sur la liberté divise les petits camarades. Et il y avait dès ce moment-là l'idée de la liberté. Je me rappelle très bien de longues conversations dans la cour avec Nizan, qui lui était profondément déterministe à ce moment-là. Ensuite, il a été dialecticien, c'est différent. Et moi, je sais que je soutenais la liberté. Et lui me disait, c'est trop de mal. 1929, Pierre Nizan meurt subitement à Nantes, où il a pris sa retraite. Paul Nizan est reçu à l'agrégation de philo, Simone de Beauvoir est première, Sartre second. Nizan fait son service militaire comme secrétaire du colonel à la caserne Clignancourt à Paris. De 29 à 39, je l'ai moins vu, mais je peux donner le sens de ces rencontres d'autant plus brèves, d'autant plus vivaces. Je crois comprendre qu'on choisit la famille contre la politique. Nizan avait choisi l'une et l'autre d'un même coup. Le parti qu'a rejoint Nizan est bien mal en point. Aux élections de 28, il a perdu 13 de ses 27 députés et la répression est sévère. Thorez et Paul Vaillant-Couturier ont même été arrêtés. Nizan entreprend l'écriture définitive d'Aden Arabi. Toute la révolte de Nizan est dans ce texte, à la fois récit de voyage initiatique et pamphlet contre la société, revu et corrigé par ses dernières connaissances marxistes. Le manuscrit ne comprend pas la fameuse phrase « j'avais 20 ans » qui est rajoutée au moment de relire les épreuves. Ailleurs, dans les revues, Nizan s'affirme en philosophe marxiste orthodoxe. Il y a le parti et la famille. Chez les Nizan, une fille, Anne-Marie, est née en 1928. Un fils, Patrick, naît en 1930.
Je pense qu'il avait une énorme rage, une rage blanche, parce que c'était toujours des rages blanches chez Nizan, contre sans doute la petite bourgeoisie dont il était issu, et accessoirement de la bourgeoisie en général. Je pense qu'il n'aimait pas non plus le milieu dont il venait. Et qu'en définitive, il ne l'a pas fait littéralement, puisqu'il a parlé de son père, et donc de mon grand-père. Mais je crois qu'il voulait être autre chose que ce à quoi le destinait en définitive la petite bourgeoisie de province. Paul Nizan a 26 ans. Le jeune agrégé de philo est nommé pour l'année scolaire 31-32 au lycée Lalande de Bourg-en-Bresse. Dans Présentation d'une ville, un essai en forme d'inventaire sociologique, puis dans Le Cheval de Troie, Nizan s'inspirera de cette expérience de la province. Nizan, l'anticonformiste, qui laisse ses élèves fumer en classe, fustige ses collègues qui, selon lui, haïssent les enfants. Il découvre aussi la vie de militant et avec Henriette, il crée des comités de chômeurs. Le bureau a invité quelques bons sympathisants. Lucien, Jacques, un camarade de la découpe. Nous examinons d'abord la situation dans l'usine. Deuxièmement, le journal d'usine. L'importance de leur séjour, les autres points seront... Le plus beau de ma vie a peut-être été l'époque où je militais en province, où j'étais secrétaire d'un rayon. Il fallait tout faire. C'était un pays qui naissait ou qui renaissait. Le comité de rayon faisait un boulot comme dans Balzac, le médecin de campagne, en plus sérieux. Un communiste n'a rien. Mais très vite, le prof rouge provoque la haine de la bonne société qui s'en plaint dans la presse. Il a commencé naturellement à être extraordinairement mal vu de toute la société de Bourg-en-Bresse. Les professeurs n'en revenaient pas, les gens de la ville, enfin les journaux ont parlé de ce professeur, de ce communiste qui milite dans la cellule, qui est un véritable scandale. Aux législatives de mai 32, Paul Nizan, professeur syndiqué candidat du PC, recueille 338 voix, un peu moins de 3% des suffrages. Le Parti communiste n'a plus que 10 députés et tombe à 30 000 adhérents. Dans Le Cheval de Troie, écrit 2 ans plus tard, Nizan racontera donc l'histoire d'un petit groupe de militants dans une ville de province au moment où se prépare un affrontement entre fascistes et ouvriers. Un roman engagé où l'on retrouve Pierre Bloyer, le fils d'Antoine, devenu professeur, et un certain Lange, où l'on reconnaît un peu de Jean-Paul Sartre. La France bougeait. Soudain, sur ces places, les pierres volaient. Les chevaux galopaient, les matraques sonnaient sur les têtes, les revolvers tiraient. Le désespoir avait une puissance d'explosif. Pendant des années, cette explosion de l'histoire avait paru un songe et une légende. Elle prenait enfin cette réalité, cette lourdeur des engagements qui comportent la mort. Ils avaient sauté le pas de la mort. La lutte presque invisible que les communistes avaient menée dans l'ombre de cette ville et de centaines de villes arrivait au seuil des bouleversements. Un monde naissait. Et comme toujours chez l'écrivain Nizan, il y a presque à chacune de ces pages le lyrisme du combat et l'obsession de la mort et du désespoir. Catherine, la femme d'un des personnages, meurt des suites d'un avortement. Elle ne s'intéressait plus au monde qu'à une chose. Parviendrait-elle à aborder à cette fenêtre proche et lointaine? Elle arrivait au bout de son sang. Elle allait mourir. Elle n'était plus très loin de sa mort. La mort n'arrive pas comme un être visible qui fait hurler les chiens. La mort est une présence. Elle était peut-être sortie du corps de Catherine, comme une puissance qui habite chaque homme, prête à émaner de lui pour se retourner contre celui qui la nourrit avant qu'il fût né. Tout ce que Catherine avait fait, senti dans sa première vie, n'était qu'une palissade de roseaux qui ne la protégeait pas. Elle céda enfin, se brisa. Elle eut une syncope qui ressemblait aux syncopes ordinaires, mais c'était une syncope qui ne finirait pas. À la fin de son année scolaire à Bourg-en-Bresse, l'inspecteur d'académie nomme Nizan à Auch. Nizan refuse et se met en congé. Il n'y aura pas de mutation-sanction pour Paul, le fils de Pierre. Le climat social s'est alourdi. Sous l'autorité de Maurice Thorez, le PCF tente de se redresser. Il faut des cadres, des intellectuels pour l'action culturelle que réclame Moscou. Nizan est de ceux-là. D'ailleurs, il vient de publier Les Chiens de garde,
un nouveau pamphlet contre la pensée bourgeoise où il règle ses comptes avec les maîtres à penser de la rue d'Ulm. Pour lui, dans ces années de crise, les intellectuels n'ont décidément rien compris. Nous vivons dans un temps où les philosophes s'abstiennent. Ils vivent dans un état de scandaleuse absence. Il existe un scandaleux écart, une scandaleuse distance entre ce qu'énonce la philosophie et ce qui arrive aux hommes en dépit de sa promesse. Dans le moment même qu'elle redit sa promesse, la philosophie est en fuite. Elle n'est jamais là où on aurait besoin de ses services. Elle est, ou plutôt paraît, démissionnaire. Il faudra même parler d'abandon de poste, de trahison. Les philosophes d'aujourd'hui rougissent encore d'avouer qu'ils ont trahi les hommes pour la bourgeoisie. Si nous trahissons la bourgeoisie pour les hommes, ne rougissons pas d'avouer que nous sommes des traîtres. Paysans, ouvriers, chômeurs, fils du peuple, amis, camarades, entendez la voix du parti, camarades, la vie est à nous. Nizan grimpe alors très vite les échelons de l'appareil communiste. Il devient gérant de la librairie de l'Humanité et dans ses notes de lecture pour le journal de Vaillant Couturier, Nizan sera un des premiers à faire découvrir les travaux de Jacques Lacan. Nizan, qui a définitivement renoncé à son métier d'enseignant, poursuit son ascension à la revue Commune que dirige Aragon. Ils appliqueront sans état d'âme la ligne du parti. Jeunes gens, nous luttons pour que cesse pour vous le malheur d'être jeune. Travailleurs, nous luttons pour toutes les revendications des masses laborieuses de France. Nous voulons faire pour elles quelque chose tout de suite. Pour cela, un seul moyen, faire payer les riches. Nizan est chargé de l'association des écrivains et artistes révolutionnaires. Des compagnons de route comme Malraux et Gide y côtoient des communistes convaincus comme Aragon. La crainte du fascisme et la fascination pour Moscou les unit encore. Il faut regarder l'engagement de Nizan alors, avec les yeux d'alors, comme disait cette fripouille d'Aragon, une question de tempérament, et puis à l'époque les âmes bien nées, qui se voulaient bien nées, oscillaient rapidement. Elles allaient au fascisme, Drieux, Brasillac, ou elles allaient au communisme. Nizan lui-même, lorsqu'il s'adressait au parti, disait qu'il avait adhéré d'abord par romantisme et qu'ensuite il avait fait des études, il avait lu Marx, il avait été aux colonies, il avait vu les dégâts de l'impérialisme. Il y a un mystère Nizan, c'est comment quelqu'un d'aussi brillant a pu se laisser monter en bateau. En tout cas, le critique littéraire Nizan y voit plus clair. S'il exécute Giraudoux, il découvre les auteurs américains et prophétise sur la mort solitaire de Drieux. Clairvoyant, bah oui, quand vous pensez à ce qu'il a pu dire de Drieux, Drieux mourra seul. Et puis ces descriptions de Malraux, et puis son travail au jour le jour est aussi très intéressant. Nizan jugera même le voyage au bout de la nuit considérable et dira de Céline, les gens bien achèteront ses livres, on ne le tuera pas. Cette année 1933, Paul Nizan publie Antoine Bloyer. Dans ce roman d'inspiration familiale et sociale, Nizan, en écrivain et en intellectuel du parti, s'interroge de nouveau sur la liberté face au déterminisme social. Le livre n'obtient qu'une voix au Goncourt. Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à monsieur André Malraux pour son roman La condition humaine. Nizan a 29 ans. Le parti l'envoie à Moscou car l'Internationale a besoin pour ses publications d'un écrivain de langue française. Il faut aussi préparer la venue d'une délégation française au congrès de l'Union des écrivains soviétiques. Passage obligé pour tout communiste en mission à Moscou, Nizan doit rédiger lui-même sa biographie, document qui vient d'être découvert dans les archives du Comintern. J'ai retrouvé la bio, le document rituel que Nizan, comme d'autres, a dû écrire pour s'expliquer devant le parti. Nizan est obligé de réécrire un petit peu son histoire et il explique que du côté de sa femme, Rirette, c'est un milieu de grande bourgeoisie israélite. Intéressant quand même, obligé de dire israélite. Alors à part ça, Nizan est obligé de dire « je n'ai pas de relation suspecte du point de vue policier, sous aucune forme ». Et aussi, parce que l'argent compte, je n'ai pas rempli de fonction de trésorerie dans aucune organisation. On voit que les intellectuels, à l'époque, étaient soupçonnables a priori. Il fallait qu'ils prouvent qu'ils n'étaient pas coupables, ils n'étaient jamais innocents.
Tandis qu'à Paris, les émeutes du 6 février 1934 font craindre pour la démocratie, Paul et Henriette Nizan font leur classe au pays des soviets. Le matin, théorie à l'Institut Marx Engels. L'après-midi, travail et contact dans les revues du Comintern. Staline triomphe. Il vient de remporter le congrès des vainqueurs. Et après 10 ans de collectivisation et de sacrifices forcés, Staline joue l'ouverture. Il fait une place au sommet à son ami Kirov, l'autre étoile montante du parti. Et Kirov est assassiné. Nizan ne voit rien ou fait mine de ne rien voir. Dans une lettre anodine à sa mère, il dit même que l'accueil est excellent et que toutes les légendes qu'on raconte sont fausses. Pourtant, les procès de Moscou ont commencé. 80 000 déportations de soi-disant complices de l'assassinat de Kirov vont suivre. Au congrès des écrivains, présidé par Gorky, Gide a renoncé pour cette fois à venir. Malraux est là, Aragon et Elsa aussi. Mais déjà Nizan ressent un certain malaise. Pendant 3 mois, il ne m'a pas adressé la parole. C'était un truc absolument incroyable. Il était totalement muet. Et il ne me touchait pas non plus. Alors ben voilà, je m'en suis tirée, je ne lui ai pas posé de questions, j'ai attendu que ça passe. Et puis, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a probablement eu une certaine déception, qu'il n'a pas trouvé en arrivant du tout ce qu'il comptait voir en tant que transformation politique. Et ben voilà, ben il a bien fallu qu'il comprenne que les choses ne se font pas comme ça et qu'il ne faut pas être trop idéaliste. Nizan souffre en silence. Avec Henriette, ils vont à la découverte des réalités fabriquées du paradis soviétique. Tachkent, Samarcande, Bukhara, le Tadjikistan, entre ses doutes et ses angoisses et sa place dans le parti, Nizan n'a pas encore choisi. Il dira plus tard à Sartre, ce fut un voyage extrêmement corrupteur. Et simplement, il n'a pas eu le temps, si vous voulez, d'ajuster ses problèmes personnels au parti. Je pense à une chose, par exemple, il est parti pour la Russie avec l'idée de découvrir si maintenant que la révolution était faite, les gens n'avaient plus peur de mourir. Si la mort était devenue quelque chose de secondaire. Il revint. Son amitié pour moi n'excluait pas tout à fait le zèle de propagandiste. Il me fit savoir que la réalité passait toutes les espérances, sauf sur un point. La révolution délivrait les hommes de la crainte de vivre, elle n'ôtait pas celle de mourir. Retour du RSS, le parti exploite à fond l'intellectuel Nizan formé à Moscou. Le mot d'ordre est désormais à l'union contre le fascisme, à l'image du grand rassemblement populaire du 14 juillet 1935. Plus que jamais pour Torres, la ligne, c'est Moscou. Nous savons que la bataille sera rude, mais nous sommes sûrs de la victoire. Et nous ne craignons pas, à l'appel de Dimitrov, d'affronter les flots tumultueux, car à la barre de notre navire est entre les mains fermes du plus grand des pilotes, de notre cher et grand Staline. C'est que le Front populaire approche et le parti déploie ses cadres. Nizan multiplie les chroniques et les reportages. Il rend compte des conflits sociaux et Henriette est embauchée à la rubrique féminine de l'Humanité. Parallèlement, le parti va lancer Ce Soir, un quotidien indépendant créé pour concurrencer le Paris Soir de Lazarev. Aragon dirige le journal et Nizan tient la rubrique diplomatique. Les Nizan sont désormais un couple de journalistes très occupés. Mes souvenirs sont des souvenirs d'attitude,
de père sévère, pas facile à joindre, pas facile à toucher, très abstrait en définitive. Un monsieur à sa machine à écrire et ayant finalement relativement peu de temps pour nous, sauf pour ce qu'on appelait avec ma sœur les journées culturelles. On nous emmenait à Versailles, au musée, etc., qui étaient en général extrêmement emmerdantes. On lui disait, écoute papa, plus de journées culturelles. Paul Nizan est de tous les périodiques où il tient la plume communiste. Il trouve le temps de publier Les matérialistes de l'Antiquité, un ouvrage philosophique. Il fait la liaison avec les intellectuels catholiques et au Congrès international des écrivains pour la défense de la culture de 1935, Nizan prononce un discours sur l'humanisme. Le 17 juillet 1936, l'insurrection éclate en Espagne. La guerre civile commence. Nizan y partira comme envoyé spécial, mais il n'est pas convaincu, comme Malraux, que sa place est parmi les combattants. Avec Henriette, il assiste aux fusillades de Valence en observateur. Cet été 1938, Gino Bartali remporte le Tour de France. Le journaliste Nizan suit quelques jours la caravane, dernier mois d'insouciance de l'avant-guerre. Nizan, qui connaît donc l'URSS et qui parle couramment l'allemand et l'anglais, s'affirme comme l'expert en politique étrangère de la presse communiste. En Espagne, à Bruxelles, à Bucarest, à Genève ou à Prague, il est dans les couloirs de toutes les conférences, dans les coulisses de toutes les tractations. À l'écrivain communiste, le journalisme fait découvrir un certain sens de l'histoire. Un rédacteur diplomatique est un historien de l'immédiat. Quiconque avait le souci de combiner la fidélité à la réalité et les nécessités de l'information sentait qu'il fallait tenir compte de quelques règles de fonction et de métier devant cette histoire fulgurante et éclipsée qui ne se suspendait pas un jour, qui ne respirait pas, qui pressait et qui pourtant était l'histoire. Il fallait tout appliquer en hâte. L'heure des éditions commandait. Le public, impatient de savoir si la guerre ou la paix l'emportait, attendait les nouvelles comme du pain. Chronique de septembre raconte minute par minute les péripéties de la crise qui se conclut le 30 septembre 1938 par l'accord de Munich qui laisse le champ libre à Hitler pour envahir la Tchécoslovaquie. Au-delà des faits, Nizan reprend la thèse selon laquelle Paris et Londres auraient fait monter la tension pour que l'on croie que la paix était sauvée et surtout pour écarter Moscou de la négociation. Nizan reste dans la ligne. Pour l'écrivain et journaliste, le prix interallié obtenu pour la conspiration est vécu comme une consécration. On dit toujours qu'il y a une espèce de contradiction entre l'activité éphémère du journaliste et l'activité qui a des ambitions de permanence du romancier. Je crois que c'est exactement le contraire et que si le roman est un moyen de connaissance du monde et de la vie, le romancier est admirablement aidé par les exigences quotidiennes du métier. Été 1939. Les Nizan passent leurs vacances en Corse. Le 22 août, coup de tonnerre. La signature du pacte germano-soviétique est annoncée. Elle est saluée avec enthousiasme par Aragon et par la démission de 22 parlementaires communistes sur 64. Nizan, qui n'en savait rien, apprend la nouvelle chez Laurent et Daniel Casanova, autres figures du parti. Nous sommes arrivés à Ajaccio, là nous avons pu enfin lire les journaux que nous n'avons pas lus depuis pas mal de semaines, et c'est là, à Ajaccio, que Nizan a lu la position du parti en ce qui concerne le pacte germano-soviétique. Son visage est absolument décomposé. Nous avons pris le bateau avec les Casanova, on a presque parlé pendant tout ce trajet. Nizan était dans un état de nerfs, de tension épouvantable. Je ne peux pas tolérer ça, c'est absolument pas possible. Nous avons tout le temps voulu combattre l'hitlérisme, le nazisme. Bon, eh bien, Staline a prononcé d'excellentes raisons, mais nous n'avons pas les mêmes raisons. Il n'y a aucune raison pour que le parti démoralise tous les siens dans un moment aussi grave. Moi, je ne marche pas, je ne veux pas, ça me bouleverse, ça m'écoeure. Comme à chaque fois que le doute l'assaille, Nizan se réfugie d'abord dans le silence. C'est l'invasion de la Pologne qui le décide, semble-t-il, à franchir le pas. Un message laconique à Jacques Duclos est publié par le journal indépendant L'Œuvre le 25 septembre 1939. Je t'adresse ma démission du Parti communiste français. Ma condition présente de soldat aux armées m'interdit d'ajouter à ces lignes le moindre commentaire. Paul Nizan est effectivement parti sous les drapeaux.
Aragon est chef de section et Sartre, météorologiste dans l'armée de l'air. D'abord affecté en Alsace, Paul Nizan devient en février 40 interprète auprès du corps expéditionnaire britannique au 14e régiment du génie. Les Nizan s'écrivent souvent. La dernière lettre de Paul Nizan à Henriette est datée du 18 avril 40. Cela fait 7 mois que cela dure, sur lesquels j'ai vécu avec toi 22 jours et demi. Tous les autres jours sont perdus sans aucun retour, sans aucune compensation. Il n'y a aucune raison pour que la chose ne se prolonge pas. Mai 40. La première division Panzer de Guderian traverse la Belgique et fonce vers Paris. Abbeville est incendiée. Les Allemands bifurquent vers Calais. Le 23 mai, au château de Kokov, des soldats anglais et leur interprète Paul Nizan attendent l'offensive. À 2h30 d'après-midi, des tireurs allemands approchent du château. Une balle explosive a atteint Nizan au-dessus de l'oreille. Nizan repose au cimetière national de la Targette, commune de Neuville-Saint-Va, tombe 8189, carré B, 9e rang. Henriette Nizan n'apprendra officiellement la nouvelle que 2 ans plus tard, aux USA, où elle est réfugiée avec ses enfants. Nizan mort, il va être tué pour la seconde fois, par la diffamation du PC et par l'oubli. Il était du parti depuis 12 ans, quand en septembre 1939, il fit savoir qu'il le quittait. C'était la faute inexpiable, ce péché de désespérance que le Dieu des chrétiens punit par la damnation. Les communistes ne croient pas à l'enfer, ils croient au néant. L'anéantissement du camarade Nizan fut décidé. Les témoignages et les documents découverts récemment permettent de démonter les mécanismes de cet anéantissement. En 1934, donc, Nizan est envoyé à Moscou où il rédige sa biographie officielle pour le Comintern. Il précise, par exemple, qu'il n'a pas de relation avec la police. 3 ans plus tard, un de ses parrains au parti, Georges Cognot, fait à Moscou son rapport sur le camarade Nizan. Ne fait bien que le travail qu'il met en valeur, fait des manœuvres pour avoir des articles signés de son nom, manque de conviction, est capable de soutenir une opinion opposée à celle qu'il a soutenue 5 minutes auparavant. Cognot ajoute, se vante d'avoir des relations très nombreuses dans tous les milieux, jusque dans la police. Raconte dans les bureaux de l'Humanité avoir 4 pistolets chez lui à la maison, téléphone de l'UMA à l'ambassade. À mon avis, conclut-il, Nizan, vu ses capacités et ses relations, peut être d'une grande utilité pour le parti, mais ne devrait être à une place où le parti ne met que des cadres éprouvés. C'est-à-dire que dès 1937, des gens comme Cognot, qui n'est pas un des plus durs des hiérarques communistes, sait que Nizan ne doit pas monter dans la hiérarchie, ne doit pas savoir certaines choses. Et Nizan ne saura rien du pacte germano-soviétique qui est signé le 22 août 1939. Le 25, la presse communiste est interdite. Aussi, au cours d'une réunion au journal Ce Soir, Nizan aurait proposé devant Aragon de poursuivre le combat dans la presse bourgeoise. Et dans ces circonstances, Nizan devient un traître, devient totalement un traître, puisqu'il préconisait une ligne opposée à celle du parti, et d'autre part, qu'avec la presse, au bout du compte, il préconisait des moyens d'alliance avec la bourgeoisie. C'était ça le raisonnement, au bout du compte, qui était tenu contre lui en 48-49, sans aucune preuve. Le 25 septembre 1939, Nizan démissionne. Le 28, curieux hasard du calendrier, André Marty, autre responsable du PCF, fait à son tour un rapport sur le camarade Nizan à Moscou. Intellectuel complètement détaché des masses, très prétentieux, cherche des collaborations, inconnu en dehors des milieux intellectuels. Dès lors, la machine à calomnier est en route. À Henriette, qui voit le vide se faire autour d'elle, Paul Nizan écrira « Tu n'as aucun compte à rendre. Et puis finalement, j'emmerde les poseurs de cas de conscience. Je te conseille de faire comme moi. » Le 21 mars 40, Thorez, qui a déserté pour Moscou, fait paraître dans une revue du Comintern sous le titre « Les traîtres au pilori » un torrent d'insultes qui s'en prend aux pourris, aux dégénérés et autres traîtres qui ont osé dire non à l'alliance entre Hitler et Staline. Nizan est lui-même gratifié du terme d'agent de la police. À la Libération, on fait même courir la rumeur que Nizan ne serait pas mort pour la France. Il y avait aussi un certain nombre
de contre-vérité qui se travaillait à l'époque. Enfin, des gens avaient vu Nizan sous l'occupation en province, alors qu'il était mort en 40, des choses dans ce genre-là. Donc il y avait une espèce d'atmosphère un peu trouble sur ce qu'avait été Nizan, et y compris même sur la non-vérification de sa mort, des choses dans ce genre-là. Pour achever le portrait du traître, Henri Lefebvre, que Nizan a côtoyé avant-guerre à la revue marxiste, publie en 1946 un livre sur l'existentialisme où il se fait, comme dira Sartre, l'exégète de l'œuvre de Nizan. Tous ces livres tournent autour de l'idée de la trahison. Un technicien d'humble origine trahit le peuple dont il est sorti, c'est Antoine Bloyer. Un intellectuel trahit le parti dans lequel il a cherché la voie de son salut humain, c'est le cheval de Troie. Dans la conspiration, un policier se glisse parmi les ingénus philosophes en mal d'action. Le journal de Pluvinage, ce traître, contient les meilleures pages de ce roman qui déjà en lui-même était une trahison. Nizan trahissait ses amis, leur jeunesse et sa propre jeunesse. C'en est trop. En 1947, Sartre mobilise ses amis intellectuels et exige du PC au moins des preuves de la trahison de Nizan. Parmi les signataires, Aron, Camus, Breton, Merleau-Ponty, Janson, François Mauriac, Paulhan. Henriette et ses enfants écrivent à leur tour à Torres et Aragon. Silence. Et comme s'il fallait un coup de grâce, c'est Aragon qui n'a rien dit jusqu'à présent qui le porte. Son arme, Les communistes, un roman fleuve qu'il fait paraître en 1949. Et parmi les personnages des communistes, un couple, Patrice et Edith Orfila, copie conforme des époux Nizan. Patrice est journaliste à l'UMA et se ronge les ongles, comme Nizan. Et Torres ne l'apprécie pas, comme Nizan. Et comme inspiré directement par les notes de Cognot et de Marty à Moscou, Aragon parle de la peur de la mort comme celle de Nizan. Des coucheries, des problèmes de femmes, des relations avec la police, des problèmes d'argent. Orfila Nizan réclame un travail, Orfila est un traître. Aragon se venge. Aragon se trouvait en porte-à-faux pour au moins deux raisons. La première, immédiate, c'est que dans cette conversation, dans cette réunion de ce soir, il n'était pas sorti de là en disant « Nizan est un horrible traître, il faut le... » Bon, il n'avait rien dit. La deuxième, c'est qu'il avait écrit un énorme article sur la conspiration dans Europe, extraordinairement élogieux. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui avait à se dédouaner, en quelque sorte, d'avoir été à ce point. D'autre part, il était le patron de Nizan à ce soir. C'est-à-dire qu'il avait tout ça à régler, et probablement, à cette occasion d'ailleurs, ça a fait ressortir sa propre rivalité avec Nizan avant, et ça se trouve tout ça dans l'attitude d'Aragon quand il écrit le personnage d'Orfila dans Les communistes en 1949. Dans les éditions suivantes, Aragon préférera supprimer le personnage d'Orfila. En 1959, en pleine guerre d'Algérie, alors que l'extrême gauche s'interroge sur la colonisation et sur les crimes de Staline, un jeune libraire-éditeur décide de rééditer Les Chiens de garde et Aden Arabi. C'est François Maspero. Il demande à Sartre de rédiger une préface à Aden. Sartre, le philosophe désormais engagé, fait de son ami Nizan le précurseur de la génération contestataire. À tort ou à raison, le mythe Nizan est lancé. Durant la drôle de guerre, Nizan avait entrepris d'écrire un nouveau roman. Une soirée à Somosierra, rebaptisée « Les Amours de septembre ». Ça devait être une suite à la conspiration. Lorsque Nizan fut tué, un soldat anglais, le sergent Hutchings, rangea le manuscrit dans son propre paquetage. Fait prisonnier et avant de partir au Stalag, il enveloppa le manuscrit dans une bande imperméable et l'enterra dans un champ. Il prit soin d'effectuer un relevé topographique. Fin 1945, Henriette se rendit sur place avec un cantonnier qui ne retrouva rien. Quelle drôle de vie. Aliénée, puis volée, puis cachée et sauvée jusque dans la mort parce qu'elle disait non. Exemplaire aussi, parce qu'elle fut un scandale comme toutes les vies qu'on a faites, comme toutes celles qu'on fabrique aujourd'hui aux jeunes gens.
mais un scandale conscient, et qui se dénonça publiquement. Aussi longtemps que les hommes ne seront pas complets et libres, assurés sur leurs jambes et la terre qui les porte, ils rêveront la nuit.